chasses que j'ai pu connaître de l'époque de Maurice ont toujours eu des relations extrêmement bonnes avec lui. Il le prenait pour quelqu'un un peu différent des autres quand même. Il a même plus. Lui-même n'était pas de ce siècle, d'ailleurs. C'est plus un personnage de ces grands découvreurs, de ces gens qui vivaient. On les imagine plus facilement vivant au XVIIIe. Ma vie a commencé dans les premiers jours de juin 1937. Ma mère venait de disparaître, j'avais 13 ans. Je traînais seul dans les allées du Jardin des Plantes, le cœur déchiré. Au Muséum d'histoire naturelle, mon regard a été attiré par un animal plus énigmatique que les autres. Babiroussa. Provenance, Célèbes, Moluques. J'ai juré à ce Babiroussa qui semblait aussi triste que moi qu'un jour, je partirai à la recherche de son double, où qu'il soit. Une longue quête commence pour le jeune Maurice. Il rêve d'un paradis perdu, d'un monde originel où ne vivent que des animaux sauvages. L'enfant myope, écarté par ses camarades, a une revanche à prendre sur la vie. Et c'est dans le monde des animaux que Maurice va trouver sa place. Les serpents qu'il collecte dans le bois de Vincennes pour le biologiste Jean Rostand vont être à l'origine d'une grande passion. Au gré de ses voyages, au fil de ses aventures, il gardera toujours un contact étroit, presque voluptueux, avec les reptiles. Et même lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Maurice ne rompra pas le lien avec son animal fétiche. Un jour, il est arrivé sous ma tente et il m'a dit « Regardez mon capitaine ce que j'ai trouvé ». Et il a sorti de sa poche, je le vois encore, sa poche de son tri, maintenant par la queue, une énorme vipère. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Mais voilà, elle est très dangereuse en plus. Je lui ai dit, mais elle m'a dit, non, je vais la conserver. Et tenez-vous bien, il couchait dans son sac de couchage avec sa vipère. Depuis la mort de sa mère, Maurice cherche un sens à sa vie. La guerre lui offre l'occasion de passer à l'action et de voir d'autres horizons. Et son père avait essayé de le mettre un peu dans un moule, dans le moule de sa famille, mais qu'il ne pouvait pas y rester. Et moi-même, son capitaine, j'ai très bien compris que la discipline, la rigueur militaire ne lui convenait pas du tout. En 1943, il a 19 ans, la France est occupée. Il passe la ligne de démarcation avec un copain, mais se retrouve prisonnier 5 mois dans l'Espagne de Franco. À sa sortie, il rejoint le Maroc où le général Leclerc crée le 16 août 1943 la 2e division blindée. Incorporé dans les cuisines, il déclare au capitaine de Vitas qu'il n'est pas venu pour cuisiner, mais pour se battre. Du haut de la tourelle de son char le Wagram, Maurice redevient chasseur et développe une exceptionnelle aptitude au tir. Il est considéré comme l'un des meilleurs du 501e régiment. Son instinct de chasseur se dessine. Et entre 2 combats, il améliore l'ordinaire des cantines en ramenant du gibier. Après avoir été l'un des premiers à libérer Paris, il sera démobilisé en juin 1945 avec le grade de caporal-chef. Cette guerre lui aura permis de confirmer ce qu'il pressentait. Le monde occidental est trop étroit pour lui. Il a besoin de grands espaces. Grâce à ses contacts au Muséum d'histoire naturelle, il signe un contrat d'agent forestier à 100 km au sud de Libreville, sur les bords de la Bilagone. Il dirige 150 Gabonais chargés de débiter en billes des troncs de koumé. Sa nouvelle vie africaine s'impose vite comme une évidence. Le gamin solitaire devient un chef admiré. Le jour, il surveille ses bûcherons, et la nuit, il veille sur son territoire, les yeux dans les étoiles. Un jour, à la tombée de la nuit, m'inspirant de danse rituelle, j'ai organisé pour mes travailleurs la danse du serpent.
J'en saisis un que j'approche de ma bouche, faisant semblant de l'avaler au milieu du silence terrorisé de l'assistance. Je recommence avec d'autres serpents, toujours en dansant. Ces travailleurs sont pétrifiés. L'homme blanc a vaincu les forces de l'enfer. Les bêtes qui tuent lui obéissent. C'est au Gabon qu'il fait la connaissance de Maurice Avaux, l'employé d'une compagnie de recherche pétrolière. Avaux est un autre visionnaire, solide comme un roc. À la fin de leur contrat, les deux hommes se lancent un pari fou. Traverser l'Afrique en kayak de part en part. Personne n'avait encore tenté une telle aventure. Ils partent de Port-Gentil au Gabon en octobre 1951 avec pour objectif de rejoindre le Nil. Comme il n'avait pas les moyens de traverser l'Afrique pour emmener ses kayaks et revenir en descendant les fleuves, il a fallu qu'il parte du Gabon. Et en fait, au lieu de descendre, il est remonté tout le long. Ce qui était quand même un effort colossal. En plus, il n'avait jamais ramé de sa vie, jamais. Et en plus, il nageait comme un fer à repasser. Alors, c'était vraiment une idée un peu folle et ça a quand même duré très très longtemps. Et je dois dire que il fallait vraiment le vouloir parce que remonter les rivières, remonter le courant en permanence quand on n'a jamais ramé de sa vie et qu'on n'aime pas l'eau, c'était quand même pas triste. Pour atteindre certains cours d'eau, ils doivent parcourir 100 km à pied, traînant avec eux 70 kg de bagages, sous l'œil éberlué des gens du pays. Maurice emmène également avec lui caméra et bobine pour filmer leurs aventures. L'Afrique de 1951 est encore sauvage, pleine de barrières naturelles. Sur les 5000 km du parcours, les deux hommes vont affronter des conditions extrêmes. Fleuves quasi impraticables, dénivelés, tempêtes, maladies du sommeil. Pour Maurice, chasseur dans l'âme, ce voyage n'est pas une simple exploration ou un pari audacieux. C'est surtout le moyen d'obtenir les 3 trophées mythiques de la chasse internationale, les 3 grandes antilopes d'Afrique les plus difficiles à chasser. Le bongo, l'éland derby et le grand koudou. Ils représentent une véritable carte de visite qui lui permettront peut-être un jour d'accéder au prestigieux statut de guide de chasse. C'est dans la région de Bomassa, au Congo, que Maurice trouve le bongo, le premier trophée qu'il vise. Les bongos vivent dans les régions boisées. Leur peau se confond avec la végétation et c'est grâce au conseil des pygmées, qui sont d'excellents chasseurs, qu'ils trouvent leurs traces. Voilà le bongo, le pygmée, vous voyez, qui est devant nous, vous voyez la taille. Les pygmées chassent à la sagaie et ils imitent le cri de l'antilope. Ils arrivent tout doucement, ça fait à peu près ce bruit-là. L'antilope arrive tout doucement, il arrive à la piquer à la sagaie à 3 ou 4 mètres. Puis il fait un détour par le Tchad pour tenter de débusquer son deuxième trophée, l'éland derby. Celui-ci peut atteindre 1,80 m au garrot et peser près d'1 tonne. C'est un animal méfiant et très difficile à approcher. L'éland derby que nous étions allés chercher, c'est un animal très rare, c'est la plus grande antilope d'Afrique que voici. Un animal, un gros mâle comme celui-ci, arrive à faire 6 à 700 kg. Celui-ci est un très bel exemplaire, les cornes faisaient 103 et 104 cm. La découverte des populations locales, de leurs mœurs et de leurs coutumes est également pour Maurice un aspect important de cette traversée. J'avoue que j'ai un petit peu été au-devant de cette danse qu'ils ne font qu'une fois par an à peu près. Et j'aurais promis de tuer un hippopotame s'il faisait cette danse.
L'hippopotame est une proie facile pour les chasseurs. Sa viande proche de celle du porc est très appréciée des populations locales. Maurice apprend que l'aventurier Jean Laporte et 2 coéquipiers viennent de descendre le Nil en kayak. Pour ne pas mettre ses pas dans ceux des autres, Maurice décide son compagnon à changer d'itinéraire et à rejoindre l'océan Indien en empruntant uniquement les lacs. Un petit détour de 4000 km. Le lac Tanganyika est l'un des plus dangereux au monde. Long de 700 km, c'est une véritable mer que personne n'a jamais traversée en kayak. Les vagues atteignent par endroits des creux de 2 mètres. Il faut alors attendre que la lune se lève pour que le vent se calme. Un long voyage fait de nuits interminables commence. Les 2 hommes essuient une véritable tempête. Ils pensent que c'est la fin du voyage. Maurice pagaie une nuit entière contre les éléments déchaînés. Je me tourne. Avos s'est volatilisé et le rivage est loin. Personne ne sait que nous sommes là. Un quart d'heure passe où j'abandonne mon sort aux éléments. Finalement, je croise une pirogue qui me guide vers un minuscule village où je m'endors pour 17 heures d'affilée. Avos n'est pas loin. Il dort dans une crique, à l'abri de son kayak renversé, à quelques kilomètres de moi. Le lendemain matin, le lac est méconnaissable. Ciel dégagé, vent d'est, un temps de croisière. Après 1 mois et demi de lutte sur le lac Tanganyika, la petite expédition atteint l'Afrique de l'Est. La faune est différente et Maurice part sur les traces de son dernier trophée, le grand koudou. Pendant la journée, cette antilope se cache dans des vallées à végétation épaisse. C'est un des 4 buts de notre voyage, car comme je vous l'ai dit, j'avais l'intention de tuer un bongo, un élan de derby et un grand koudou. Ce sont les animaux les plus difficiles à chasser en Afrique. Maurice a tiré son premier et dernier grand koudou, puisque Maurice ne désirait les trophées que parce qu'il représentait, et le fait de tirer un animal et un seul a toujours suffi et n'a jamais fait plus que ça. Et donc il avait chez lui quelques exemplaires de trophées, mais toujours un exemplaire unique de chaque espèce. Dans la dernière région qui mène à l'océan Indien, une dernière épreuve les attend. Une barrière inattendue. Les hippopotames. Ce sont des géants de plus de 2 tonnes, très territoriaux, prêts à piétiner les intrus. Le 15 novembre 1952, après 13 mois et 9000 km de voyage, Patry et Avos arrivent enfin à Chinde, au Mozambique. Quand ils sont arrivés à l'océan Indien, ils sont embarqués sur un bateau de commerce, l'un je crois comme cuisinier, l'autre comme manutentionnaire. Ils sont revenus en France. Ce voyage initiatique va permettre à Maurice de se faire connaître dans le milieu de la chasse internationale. Il organise quelques conférences avec les 2 kilomètres de pellicule qu'il a ramenés et il écrit un livre. Mais rapidement, il s'endort au fond des salles et ne pense qu'à une chose, repartir pour l'Afrique. Il rêve d'un paradis où les animaux cohabitent selon leurs propres lois, loin des hommes et de la civilisation. Lui était, je dirais par rapport à d'autres, vous avez des guides qui sont venus au fond de la chasse, c'est-à-dire que leur activité principale était d'organiser un système de chasse.
Maurice est plutôt venu de l'étude des animaux, de la conservation, du muséum et ainsi de suite. Et il a eu la chance formidable de tomber sur une concession, c'est-à-dire un territoire qu'on louait aux autorités gabonaises, qui était un territoire exceptionnel au bord de l'océan, à la hauteur de l'équateur. En 1954, il s'installe sur un territoire vierge, face à l'Atlantique et peuplé d'animaux sauvages. C'est une mission abandonnée, sans route, à l'intérieur d'une superbe lagune très poissonneuse de 200 km. Ici, ni touristes, ni guides de chasse. Tout est à faire et pas la moindre concurrence. C'est l'endroit idéal dont il rêvait. La population locale y vit principalement de petites pêches, de plantations de manioc et de vin de palme qu'ils revendent à Gamba, la ville pétrolière du bout de la lagune. C'est un lieu magique. Cet Tekama est un lieu magique. Vous imaginez, vous preniez l'avion de Paris, vous arriviez à Libreville. Libreville, il y a un petit avion qui vous emmenait sur cet Tekama où il avait lui-même, avec ses pisteurs, avec son environnement, fait un terrain d'aviation, où souvent on s'ensablait d'ailleurs avec ce petit avion. Vous étiez au bord de la mer, avec des dizaines, des vingtaines, 30, 40, 100 km de plage. Vous aviez des buffles, des éléphants. Vous aviez derrière toute la forêt, la grande forêt primaire, la forêt équatoriale, qui est également remplie d'éléphants, de tamochères, de serpents, de buffles, certaines antilopes comme le céphalophe géant à dos jaune, le situtonga. C'était absolument formidable. Maurice s'entoure de travailleurs gabonais, pisteurs, mécaniciens, cuisiniers, hommes et femmes à tout faire. Certains viennent même de Port-Gentil ou de Libreville. Pour ces hommes et ces femmes, c'est une nouvelle vie qui commence en liaison étroite avec le monde de l'homme occidental. C'est quelqu'un que l'argent n'intéressait pas. Il vivait largement, pas très largement, enfin, mais il n'accumulait pas d'argent. Ces chasseurs venaient et payaient une cotisation qu'on ne discutait pas, qui était d'ailleurs vraiment très modeste, je veux dire, en cas moyenne, tout à fait. On n'en entendait jamais parler. C'est-à-dire que jamais il y avait une discussion ou un rappel, ou je ne sais quoi. Et ceux qui venaient, au fond, le faisaient connaître par le bouche à oreille. Il avait plus de chasseurs qu'il avait de place. Et il y a eu un moment où tous les grands personnages de la chasse mondiale sont allés chez lui. Des gens au nom extrêmement connus, Maître Florio, Niarchos, l'armateur grec, sont venus chasser chez lui. Il ne changeait en rien ses habitudes, c'est-à-dire que quelle que soit la situation, le rang de ces chasseurs, il les traitait absolument de la même manière, il leur faisait faire la même chose. Au début, Maurice passe son temps à observer le règne animal. En regardant vivre les animaux, il apprend beaucoup et se rapproche d'eux. Sa vie commence à ressembler à ses rêves d'enfant. Son territoire, d'une grande biodiversité, n'est habité que par seulement une centaine de Gabonais. La chasse ici est une seconde nature. Le biotope ne permet guère l'élevage. Le gibier et le poisson sont les seules sources de protéines. À l'époque, je devais avoir à peu près 8 ans. Je m'attendais à tout d'un guide de chasse, sauf que, la personne que j'ai vue arriver, en fait, j'imaginais un guide de chasse avec un uniforme, avec un fusil, avec une casquette, avec un tas de choses, avec un air très sérieux. Et c'est vrai que j'ai été complètement sidéré d'emblée par le personnage que j'ai découvert tout gamin, puisqu'il est arrivé pieds nus, en short, avec un pistolet à la ceinture et un chapeau de cow-boy sur la tête, tout de suite hableur, tout de suite plaisantant. Et c'est comme ça effectivement que j'ai découvert pour la première fois Maurice. La journée de Tekama, elle commençait de toute façon dans la joie, dans la mesure où tout son environnement, tous les gens qui étaient avec lui, ses pisteurs, les collaborateurs qu'il avait sur place, Jean-Marie, Augustin, Mbouiti, etc., étaient des gens qui rigolaient tout le temps. Toujours la joie, salut, comment vas-tu, avec leur accent inimitable. Et les pisteurs
de Maurice devenaient des amis à la longue. C'était pas des pisteurs, c'était pas des relations qu'on pouvait avoir avec des pisteurs comme on avait au Tchad ou qu'on avait en Tanzanie ou en RCA ou dans des pays de ce type. C'était autre chose, c'était une autre dimension de la chasse. Et on tutoyait également l'aventure parce qu'il y avait ces promenades en forêt ou cette chasse en forêt équatoriale où il y avait quand même, dans les palétuviers, on était dans la boue, il fallait traverser souvent, on avait de l'eau à la ceinture, on sortait, on était plein de sangsues, mais on s'en apercevait même pas, c'était comme ça. Et Maurice, lui qui était toujours pieds nus dans cette brousse, on n'avait pas envie de se plaindre, on se faisait un petit peu piquer, mais il était pieds nus en short, ça, avec sa cigarette et ses 2 revolvers de chaque côté. C'était Maurice Patry. Le bouche à oreille fonctionne et les chasseurs arrivent avec pour objectif de ramener un maximum de trophées. Mais pour Maurice, la devise est claire. On ne tire qu'un seul trophée. Et encore, seulement de vieux mâles. Pas de femelles ni de petits. On était tout de suite prêt à partir, que ce soit à la pêche ou à la chasse, parce que c'était quand même très spécial. C'est un endroit où on pouvait parfaitement, le matin, voir des éléphants, des buffles pour les voir ou les chasser, et l'après-midi, pêcher un tarpon de 100 kilos. Donc c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Également sur le plan de la nourriture, on pouvait aller sur la plage, il y avait des huîtres, il y avait des crevettes, il y avait toutes sortes de choses. On pouvait manger des fruits de mer, tout en voyant sur la banquette des éléphants se promener, voir des gorilles. Donc c'était vraiment un côté très unique. En plus, il n'y avait personne d'autre que nous, à des kilomètres à la ronde, et ça, c'est une impression extraordinaire d'aller se baigner et de vraiment avoir l'impression qu'on est propriétaire de tout un pays. C'était magique, il y a les couchers de soleil en embouchure, quand vous pêchiez à cet Écama. C'était aussi des souvenirs et des images fantastiques qui vous restent. On les emmène toujours avec soi, on les garde tout le temps. Et moi-même, 30 ans après, je me revois en train de pêcher le tarpon à cet Écama le soir, à l'embouchure, où vous preniez vraiment beaucoup de poissons. Il y avait énormément de barracuda, de rouges, de tarpons. Le fameux tarpon, c'était les Anglais l'appellent le Silver King, qui est un poisson magnifique, et puis pas un poisson à roast, mais un petit peu comme le marlin, dès qu'il est piqué, il sort de l'eau. Tout rouillait tout de suite. Chaque fois qu'on rentrait de la pêche, il fallait pratiquement sortir les moteurs hors bord, les mettre dans un fût rempli d'eau douce et puis les rincer dans le fût d'eau douce pour essayer que les choses ne rouillent pas. D'ailleurs, les camions qui étaient montés sur des routes DC6 n'avaient pas de frein, il n'y avait rien du tout. Et dans certaines plaines, quand on prenait de la vitesse et qu'on voulait s'arrêter, on criait le frein et on jetait une ancre. On avait une ancre avec une chaîne et on freinait le camion en jetant l'ancre. Il était très très scrupuleux et c'était quelqu'un qui aimait beaucoup faire les choses dans le détail. Il ne laissait rien au hasard et quand on sait ce que c'est que la vie à cet Écama, l'apport des provisions, le prévoir tout ça longtemps à l'avance en fonction des arrivées et des départs des avions, ça nécessite une organisation extraordinaire. Gêné de temps en temps si quelque chose ne se passait pas bien, et Dieu sait si c'était pas facile que tout se passe bien au fin fond, comme je le disais tout à l'heure, de l'Afrique. Il fallait prévoir son ravitaillement et quand par malheur il manquait quelque chose, c'est sûr qu'il était excessivement... Il devenait un petit peu énervé, mais bon, ça ne transparaissait pas du tout au niveau de ses clients. Il s'était fait une philosophie, le client était roi, et il fallait qu'il soit bien du début jusqu'à la fin. Vous arrivez la première fois dans un territoire de chasse, vous pensez aux animaux, vous allez tirer. Alors qu'il y a plein de choses à voir, on ne les voit pas quand on est jeune, chasseur. Ou la première fois, même la première fois, on ne les voit pas. Un arbre avec une forme extraordinaire, un très vieil okoumé, par exemple, dans la forêt gabonaise, on ne voit pas, mais lui s'arrêtait, regardez cet arbre formidable. Alors vous surprenez un petit peu, parce que celui qui est là pour l'éléphant, non, mais regardez, c'est fabuleux. Regardez là,
cet arbre, l'arbre à eau qu'on coupe et on peut boire l'eau, etc., torsadé, ah ça serait bien, on va le prendre, ça peut faire une espèce de sculpture psychédélique. Il observait la nature continuellement. Vous l'avez observé quelquefois d'une manière assez cruelle. Par exemple, bon, dans les forêts, quand vous chassez en forêt, il y a des magnans, c'est-à-dire les colonnes de fourmis carnivores. Passaient sur le sol et Maurice s'arrêtait 1 mètre après, lui il l'avait enjambé, vous n'y aviez pas vu. Ça. Vous laissez au milieu et il vous montrait un pigeon vert là-haut dans l'arbre. Alors bien évidemment, il n'y avait pas de pigeon vert, mais qui est quelques secondes pour essayer de voir où était ce fameux pigeon vert. Et pendant ce temps, ces fourmis, non de non, elles vous montaient dans les pantalons, vous en aviez partout. C'était une espèce de danse de singuier au milieu de la forêt équatoriale qui faisait rire aux éclats à la fois lui-même et les pisteurs. Mais il avait un rapport très fort avec la nature. Chasser, ce n'est pas forcément le moment où l'on appuie sur la détente. Chasser, c'est un rituel qui remonte à la préhistoire. Et c'est ça que j'aime. L'homme est petit dans la forêt, mais il est adopté s'il l'écoute et s'il accepte les règles. Il était tout de suite en vibration, si je peux dire, avec les personnes qui venaient, surtout au début, bon, s'il ne les connaissait pas, il les jaugeait très rapidement. Il était très psychologue, très psychologue, très fin psychologue, ça c'est une chose qu'il faut lui reconnaître. Et très rapidement, bon, il savait si la personne était là pour faire le farniente, ce qui était très agréable à faire à cet écama ou à l'embouchure, ou si c'était un chasseur ou un pêcheur invétéré, auquel cas pêcheur invétéré, pas de problème. Chasseur invétéré, il avait tendance à ralentir un petit peu le rythme parce qu'il était en même temps protecteur de la nature et guide de chasse, donc un vrai guide de chasse en fait. Alors la première rencontre a été assez froide. Première rencontre, bon, bien évidemment, on est toujours enjoué quand on est en métropole, on parle de l'Afrique, on parle tout de suite des animaux, à l'époque aussi, il faut le dire, j'avais 30 ans de moins, donc j'étais très excité pour aller chez lui et on commence à poser des questions d'usage, si vous avez comme animaux, il me dit, il n'y en a point. Non, il n'y a rien. Attendez-vous à voir relativement peu de choses. Vous tirez vraisemblablement rien du tout. Il y a quelques éléphants, mais on les tire si vraiment ils sont très très beaux. Et bien évidemment pas autour de mon campement. On les tire à peu près à 80 km de mon campement. Autrement, c'est pas possible. Par contre, il y a un peu de pêche. Vous pourriez éventuellement prendre des tarpons et aller à la pêche. Et là, il y a pas mal de poissons. Ça m'a un peu épaté parce que j'étais très content d'aller au Gabon, mais surtout pour chasser et pas vraiment pour pêcher. Et Maurice Patry m'avait dit d'ailleurs une anecdote qui était assez savoureuse, qu'un de ses chasseurs, parce que jamais Maurice Patry n'employait le mot client, il était toujours mes chasseurs, non pas mes clients. Je crois que c'était Maître Fleuriot qui avait dit chez Maurice Patry, on ose beaucoup plus de chaussures que de balles. Et c'est vraiment le message que faisait passer Maurice à ses chasseurs qui étaient en partance pour aller chez lui. Alors il passait son temps à convaincre les gens de ne pas tirer. Il y en avait quelques-uns que ça surprenait un peu au départ, alors qui le blaguaient en disant chez Maurice Patry on fait des safaris de traces. Par exemple, mais ça c'est une trace d'éléphant. Vous voyez, se fait une trace comme ça, c'est pour la peine de le tirer, il est bien où il est. C'était assez amusant, mais sur une approche même très, très dangereuse, très, au contact presque, garder un sang-froid incroyable. C'est incroyable. J'ai rarement vu d'ailleurs d'autres guides avoir autant de calme et de sérénité. Par contre, où j'ai vu Maurice s'agiter très vite, c'est si vous aviez fait une approche sur un animal, un éléphant ou un buffle, qu'il ne fallait pas tirer parce qu'il était trop jeune ou on ne pouvait pas le tirer, le trophée n'était pas assez beau, il n'était presque jamais assez. Et si on était très proche, alors là, il s'agitait très vite. Alors, vite, on se retire, sinon on va être obligé de le tuer, ça serait catastrophique. Je crois que c'était quand même un rapport très fusionnel. Il y avait un amour de cette région. C'était sa forêt, c'était son océan, c'était sa plage. Finalement, assez rapidement, on a eu l'impression qu'il évoluait vers le sens de la protection. Et je crois finalement que la plupart de ces chasseurs ont peut-être agi un peu comme lui. C'est-à-dire progressivement, les gens, j'ai l'impression, d'après ce qu'il disait,
venaient de moins en moins pour chasser, en fait. Il avait à la fin de plus en plus, j'ai l'impression, de pêcheurs et de gens qui venaient pour regarder la faune ou pour tirer, mais uniquement des très très beaux trophées. Ne voulant pas tirer les éléphants du Gabon, il y avait quand même, dans le secteur de Sétékama, un éléphant avec une tête extraordinaire. C'est-à-dire, il avait une défense relevée vers le haut comme normal, mais l'autre, au lieu d'être comme ça, elle était comme ça. C'est un éléphant qui était comme ça. Et Maurice l'avait baptisé d'un nom comme un autre, il l'appelait Pointe-Croche. Alors je me dis, bon, ça, c'est pas un éléphant qui est indispensable à la communauté des éléphants locales, c'est un trophée extraordinaire. Moi, il me faut un alibi pour courir la brousse, ça va être celui-là. Je vais le chercher pour me faire un trophée extraordinaire. Alors pendant 2 ans, je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Et puis un beau jour, je suis tombé dessus par le plus grand des hasards. Et quand je l'ai vu, je ne l'ai pas tiré non plus. Je l'ai photographié et filmé, mais je l'ai laissé là où il était. Il y avait de plus sympathique, c'est justement ce refus de tuer des animaux. On pouvait très bien passer un mois avec Maurice sans tuer autre chose qu'un potamochère pour faire un peu de rôti de potamochère, et puis c'est tout. Hein. Plus ça allait, plus ces chasseurs, souvent ils leur disaient « mais vous devriez aller ailleurs », alors ils acceptaient à condition qu'ils les accompagnent. Donc ça lui a permis d'accompagner ces chasseurs un peu dans tous les pays d'Afrique, et par la suite, très gentiment, j'étais aussi invité, donc on a fait l'Angola, le Mozambique, le Kenya, la Tanzanie, et toujours donc en prenant des guides sur place, mais les clients très souvent souhaitaient que Maurice soit là et soit armé, parce que surtout pour une chasse dangereuse, ils n'avaient confiance qu'en lui. Quand on pense qu'il a été un excellent tireur, évidemment, à Sétékama, c'était un tireur émérite. Je me souviens toujours de petits tests qu'il faisait devant les clients, avec un pistolet air comprimé, et avec une glace devant lui, et un grain de riz sur un clou derrière, et donc tirant comme ça, donc avec la mire sur le grain de riz. Depuis le moment où je l'ai connu, jusqu'au moment où il a cessé, lui, de chasser, nous avons fait toutes nos chasses ensemble, sans exception. Alors nous sommes allés en Afrique de l'Est, nous sommes allés donc, à plusieurs reprises au Mozambique, nous sommes allés au Gabon à plusieurs reprises aussi. Partout, nous sommes allés ensemble. Je me rappelle, nous sommes allés par exemple chasser les landes d'Herbie ensemble au Nord Cameroun. C'est une des régions, les grands élans d'Herbie, on les trouve maintenant en République centrafricaine et au Nord Cameroun. Et nous connaissions un endroit chez un ami qui avait une grande concession dans le Nord. Nous sommes allés 2 ans de suite pour chasser les landes d'Herbie. On n'a jamais réussi à en voir un. Alors, la première année, on circulait, on a fait des kilomètres à pied, j'en avais calculé, je ne me rappelle plus combien, on avait fait plus de 1000 km, 1200 km en tournant, on a réussi à trouver des dents. Et plus exactement, on en a vu un, et c'était étonnant parce qu'il était trop jeune. Alors, on n'a pas tiré. Les années suivantes, on revient, on dit on va changer de technique. Et on va s'installer dans une saline. Parce que c'est l'endroit où les animaux viennent manger les sels, à la fois pour guérir leur brûlure d'estomac, et puis pour compenser les déficiences alimentaires. Alors on s'est installé dans cette saline à 2 endroits, on était à 200 mètres l'un de l'autre, cachés sous des feuillages, des branches, avec des bouquins, on n'avait rien à faire toute la journée, et on avait mis un très long fil pour pouvoir tirer si l'un voyait quelque chose, parce qu'on ne pouvait pas s'appeler, naturellement. Nous avons passé 8 jours, on n'a pas vu un élan d'Herbie, on est rentré. On était enchantés. C'était un cas très curieux, parce que c'était un très bon ami pour nous, c'était un individualiste. Et il ne voulait pas de contraintes, il ne voulait pas devoir quelque chose à quelqu'un, même si, bon, dans la vie, les gens rendent des services, bien sûr, mais il ne voulait pas, il voulait rester totalement libre, à la fois de son mode de vie et de ses sentiments. On est retourné relativement peu de temps avant qu'il arrête son activité sur place.
Et sur la fin, c'était effectivement ce qui était prépondérant pour lui, c'était la sauvegarde du biotope et des éléphants qui s'y trouvaient, et qui étaient vraiment devenus plus que ses amis. Il leur parlait tous les jours, il allait les voir, il discutait. C'était tout à fait étonnant. On se promenait dans la forêt avec Maurice. En fait, on était en train de pister un éléphant qu'Augustin avait repéré. En fait, on est tombé sur une Land Rover qui était là en pleine forêt, avec personne à bord. Donc Maurice a tourné autour un certain temps pour essayer de reconnaître la voiture. Visiblement, ça lui évoquait personne connue de Setekama ou des environs. Et finalement, on a entendu un coup de feu. Maurice, son sang n'a fait qu'un tour. Il a ouvert le capot de la Land Rover, étant absolument certain que c'était des braconniers. Et il a ouvert le réservoir d'huile et a pris le sable qui était par terre et en a mis quand même un certain nombre de poignées. Ce qui fait qu'on a su quand même quelques jours plus tard qu'il y a quelques personnes qui avaient passé la nuit en pleine forêt et qui avaient été obligées de rentrer dans leur campement très éloigné après 2-3 jours de marche assez ardus, je crois. Il y a eu à un moment donné une pêche systématique commerciale, une chasse commerciale systématique des crocodiles, qui a pris 90% ou plus des crocodiles de Setekama. Ça l'avait terriblement choqué. Il n'a rien pu faire contre ça. Par jour de bonne visibilité, vous pouviez voir 7, 8, 10 chalutiers à crevettes en train de racler les fonds. Mais ça, c'était uniquement ceux qui étaient devant l'embouchure de Setekama. Il y en avait vers le sud des dizaines d'autres et vers le nord encore des dizaines d'autres, détruisant tout. Et les grands poissons commençaient à se raréfier aussi. Alors, braconnage, prospection pétrolière, destruction des fonds marins, prospection forestière envisagée pour venir chercher les derniers okoumés là où on ne les avait pas enlevés avant. Finalement, ça lui détruisait le moral, ça, petit à petit. Non, il est parti en 81. Il est parti l'année où moi-même j'ai quitté la présidence de la République. Nous étions allés à Setekama pendant que j'étais président 2 fois. Nous étions allés 4 fois avant. Et là, nous sommes allés pour une semaine, simplement. C'est des séjours plus courts. Et en 81, il m'a dit non, je m'en vais, j'arrête. Encore aujourd'hui, à Setekama, le nom de Maurice Patry est sur les lèvres de tous les habitants. L'homme les a marqués à vie. Il n'était pas un Européen comme les autres. Beaucoup ont le sentiment d'avoir été élevés par lui. Castador, Nguti et Apollo ont travaillé avec Maurice et se souviennent. Je ne peux pas oublier Patry. Même s'il n'est plus de ce monde, il est toujours parmi nous. Mais Patry, je peux dire que celui qui m'a fait l'information de Bruce. Alors, lorsque Patry organisait des pêches, tout le poisson était distribué aux villageois. Que ce soit le tarpon, le barracuda, le thon. Et dans ce partage, il avait l'habitude de privilégier non seulement ses travailleurs, mais aussi tout le reste du village, à qui le poisson était destiné. Et pour le gibier, c'était pareil. Il ne faisait jamais de commerce avec les poissons ou les viandes. Non, 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 il distribuait vraiment tout à tout le monde. C'est une personne. Quand Patry est arrivé, il était bien avec tout le monde. Et quand quelqu'un tombait gravement malade, Patry intervenait personnellement. Il appelait Port-Gentil, qui envoyait un avion pour évacuer le malade. Ça, c'était...
Patry n'arrêtait pas de nous étonner, puisqu'il élevait même des serpents. Alors, lorsqu'on rentrait chez lui, il avait une place au salon réservée à ces reptiles, notamment un gros python que Maurice nourrissait avec des poules. Mais une fois, le python qu'il avait ramené du Kenya a bien failli avaler le patron. Alors il avait pour habitude de faire des bises au python. Mais alors cette fois-là, il a bien failli finir dans sa bouche, le gros python. C'était un homme qui avait ses qualités et ses défauts. Il n'existe pas d'homme parfait. Patrice était quelqu'un. Nous avons travaillé avec lui, nous tous qui sommes ici. Mais depuis qu'il est parti, eh bien, nous sommes restés seuls, orphelins, une équipe sans patron. Les habitants de Sétékama ont vécu le départ de Maurice un peu comme un abandon et même une trahison. Personne depuis n'a rempli le vide qu'il a laissé. Personne n'a eu le même charisme, la même complicité. Il y a aujourd'hui à Sétékama 2 camps de pêche sportive et des safaris vision. La réserve de Petit Luango est une zone protégée, on n'y chasse plus. Les animaux et les hommes y cohabitent selon leurs propres lois. Le message de Maurice a été entendu avant qu'il ne soit trop tard. J'ai lutté jusqu'au bout. J'ai défendu mon territoire. J'ai expliqué. J'ai mis un point d'honneur à ne tirer que pour un seul trophée. J'ai démultiplié les plaisirs de l'approche en variant les difficultés. J'ai réussi à convaincre que le bonheur suprême n'était pas de tirer. Il ne me reste plus qu'à partir en beauté. Mais quand il est rentré en France, donc en 81, il avait besoin d'avoir un but dans sa vie et il a repris son rêve du Baby Roussa. Il dit, je vais les trouver. Où ils sont, je vais les photographier, faire des films, car ils n'ont pratiquement jamais été photographié ou filmé dans la nature. Il n'y a pas de photos, il n'y avait pas de photos. Maurice n'a jamais oublié la promesse qu'il s'était faite à l'âge de 13 ans au Jardin des Plantes. Retrouver le Babiroussa, cette espèce disparue que les Malais appellent cochon-cerf. Le trouver, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Des rumeurs signalent sa présence quelque part sur les 13 500 îles de l'archipel indonésien. J'ai un crâne que Maurice a ramené des îles Togan qui montre bien la chose, avec donc les canines supérieures qui sortent directement verticalement sur le dessus du crâne en traversant la peau, contrairement à toutes les défenses en fait, des autres suidés qui normalement passent de chaque côté de la mâchoire. Donc ça c'est une première spécificité du Babiroussa qui a fait dire par Buffon des choses tout à fait étonnantes, comme quoi le Babiroussa la nuit par exemple pour se reposer se pendait à une branche d'arbre par ses trophées. En fait, on se rend compte que le trophée n'a strictement aucune utilité dans la vie du Babiroussa. Et il a commencé à aller en Indonésie, mais avec ses connaissances de terrain, mais il ne connaissait pas l'Indonésie. Il a été de fausse piste en fausse piste, avec des trucs complètement dingues. On le débarque sur une île où il y avait un lépreux, par exemple. Mais il ne savait pas. Normalement, il n'y avait personne sur cette île. Il voit une fumée, il s'approche. Et c'est un type qui avait la lèpre, qui avait été isolé à cet endroit-là. Donc des contacts avec ces gens-là, il faut pas avoir les jetons. Hein. C'est pas du tout évident de vivre pendant une semaine, 10 jours, parce qu'on venait le rechercher. Et là, on vient de découvrir un grand marais. Et d'après les renseignements, il y a beaucoup de babiroussas, des cerfs, des babiroutans. Et là, j'ai l'intention de camper pendant plusieurs jours. On va faire un sort de mirador où je vais même mettre ma tente.
Je ne sais plus combien d'expéditions il a fait à Sulawesi, aux îles Togan, dans les Moluques pour rechercher le Babirusa. Elle se compte sur plus que les 10 doigts de la main. Voilà, je suis crevé, donc je suis tout seul depuis ce matin. On est dimanche 14 septembre. On a encore de faire toute une virée. Maintenant, je suis un peu désespéré parce que j'apprends par le type qui ne voit pas de Babirusa dans ce coin-là, il y a que des Babi-Hutan. Alors là, je me repose un peu. Voilà mon bureau. On va prendre l'indonésien. Là, je vais écouter tout à l'heure Radio France Internationale. Il a fait des expéditions de plusieurs mois, avec des cheminements de fourmis, en passant de village en village, en questionnant toujours en indonésien les gens qu'il rencontrait. Il a passé des jours et des jours d'affût dans des coins de forêt, soit installés dans les marigots, soit au contraire sur des affûts de fortune sur pilotis, et des jours d'attente sans strictement rien voir. C'est témoin d'une patience totalement infinie. Ça se passe dans le nord des Célèbres, cette affaire. Il avait trouvé une zone où on lui avait dit qu'il y en avait, et où alors ça c'était pas très clair, mais quelques ex-braconniers ou autres avaient ou des crânes, enfin, non, tout ça est naturellement tout à fait protégé, c'est un animal qu'on ne chasse pas du tout. Enfin, il s'était dit qu'il y avait des signes, qu'ils soient dans la forêt, le long d'un torrent, d'une rivière qui tantôt a de l'eau, tantôt est complètement asséchée, et où il y a des salines un peu tout le long. Alors il est allé une première fois, il a réussi à en apercevoir un. Il a pris une photo qui tremblait, on le voit de dos, qui n'est pas une photo vraie. Non, mais ça l'a passionné, il s'est dit, ils sont donc là. Il est retourné au même endroit l'année suivante, il n'y en avait pas. Et finalement, un jour, en 88, il a réussi à rencontrer des gens qui en avaient vu, des chasseurs de rotins qui en avaient vu, dans une zone totalement perdue, hors des cartes, hors des sentiers battus. Il est remonté plus haut, il est tombé sur une clairière qui était un pullulement. Il y avait énormément de traces. Il a installé son système, ses caméras, ses rideaux de bambou, et ainsi de suite, et il a pris un ensemble de photos déjà magnifiques. Parce qu'on voit des animaux de toute taille, de tous âges qui arrivent, et il fallait être extraordinairement silencieux, des animaux totalement méfiants qui entendent tout, sentent tout, donc il fallait être à contre-vent. Il a pris un premier ensemble de photos qui a été publié. Je crois qu'il y a eu des grands magazines, même d'actualité, quand il y a eu des photos. J'ai vu beaucoup de traces. Alors j'ai tout de suite fait une sorte d'affût avec des feuillages pour mettre ma caméra derrière. Puis le lendemain matin, je suis allé, et là, j'étais tout seul, le type était reparti, j'étais donc tout seul, prêt avec ma caméra. Et puis de la forêt, j'ai vu cette silhouette déjà arriver, sortir de la forêt, mais ça a été comme... Ça a été mais comme une sorte d'éblouissement. J'ai dit, mais enfin, est-ce que je suis mort? Est-ce que je vois ce que je vois? Ou je rêve? C'est pas possible. Personne n'a vu en moi. Puis là, je le vois. L'impression d'être sur Mars. Ou genre... Alors ça m'a payé de tout. Alors là, de toutes mes efforts avant. Et je crois que le monde entier, finalement, grâce à Maurice, a
a découvert le Babiroussa. Et maintenant, finalement, quand on discute avec des gens qui s'intéressent un peu à la faune, on se rend compte que tout le monde connaît le Babiroussa et c'est certainement grâce à Maurice. Et là, le Babiroussa, d'un seul coup, c'était une espèce qui était censée être disparue, qui ne vivait plus qu'à l'état reliquaire dans des zoos, et ça existe encore. C'est une nouvelle extraordinaire, c'est d'un optimisme fantastique. On croit que tout est cassé, on retrouve quelque chose. Et puis la question, qui était une question évidente, et qu'on a posée bien entendu, maintenant que vous avez trouvé le Babiroussa, qu'est-ce que vous allez faire? Il ne vous reste plus rien, puisque vous venez de nous expliquer que c'était votre quête, et c'est ça qui vous maintenait, j'allais dire, en vie, entre guillemets. Et il nous a dit simplement, j'ai entendu parler, quelque part, beaucoup plus loin, dans une autre île indonésienne, il y aurait un rhinocéros nain. Et là, il était déjà reparti pour aller le chercher. Et je pense que il est dans sa tête ça ou autre chose. Et bizarrement, ce sont ses yeux qui n'ont pas voulu qu'il y aille. Et il est resté, il a une vie sédentaire, peut-être un petit peu plus loin de ses rêves, à Paris, et qui n'était pas la sienne. C'est quelqu'un, pour vivre la vie qu'il menait, qui avait besoin de l'intégrité de son corps, quoi. L'enfant myope est allé jusqu'au bout de son rêve, mais la myopie de son enfance l'a rattrapé au seuil de la vieillesse. En 1994, Maurice retourne à Setekama pour revoir ses amis. 4 ans plus tard, en 1998, il meurt dans son appartement de la rue Christine à Paris. Pourtant, Maurice veille à jamais sur Setekama. Il est là quelque part, auprès de ces animaux qu'il a tant aimés. Ses cendres ont été dispersées sur le territoire magique sur lequel il a veillé. Et qui sait si certaines nuits de pleine lune, dans la forêt équatoriale, on ne voit pas danser l'ombre du charmeur de serpent.